Bonjour jeune homme. Alors, vous savez que chez nous, les jeunes, il n'y a plus de séparation entre les mondes. Donc avec YouTube et les réseaux, on sait ce que vous faites, vous, les darons et les daronnes. Alors je me demande comment on en arrive là. Comment avez-vous commencé à faire ce que vous faites et pourquoi? Ah ben voilà une vaste question. Comment est-ce que j'ai commencé? Eh bien, il y a 15 ans, j'ai démarré une carrière d'ostéopathe équin, hyper spécialisée dans les chevaux de sport, et ça m'a enseigné énormément de choses. D'abord, l'expérience que vous avez sur le terrain n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre à l'école, et c'est déjà une forge. Et puis, quand vous soignez des animaux, vous apprenez un langage qui ne rentre dans aucune nomenclature humaine. C'est-à-dire que vous lisez ce qui ne se dit pas, vous repérez les signaux faibles, vous repérez des rapports entre ce que la personne explique ou les symptômes et autre chose qui se passe dans le corps. Donc ça crée une gymnastique cérébrale qui gomme toutes les certitudes. Chaque cheval que j'ai soigné a été un maître. Et ça a été une expérience absolument fantastique dans la mesure où ce rythme effréné que j'ai eu pendant 15 ans, 6 jours sur 7, 14 heures par jour, 60 000 km par an, dédié, mais vraiment dédié à l'excellence en matière de soins, à trouver des solutions, à lire des schémas corporels, des rapports entre des comportements, des attitudes, ce que les propriétaires pouvaient comprendre de leur cheval. Tout ça, ça a été une mosaïque qui a été un enseignement permanent. Donc, quand on est confronté à ce monde, on est, à mon sens, non pas des sachants, mais des apprenants qui essayons de mettre notre expertise au service du vivant. Le sport de haut niveau, c'est quand vous êtes avec un cheval, c'est pas une raquette que vous rapportez au magasin parce que vous l'avez cassé. C'est pas non plus une paire de baskets que vous remplacez au store. Le cheval, c'est un être vivant. On est obligé, quand on est dans cette expertise de haut niveau, de comprendre que vous avez deux personnalités qui doivent faire corps dans un même but, pour un même but. Ce que vous voulez dire, en fait, je reviens quand vous avez parlé de ce que comprenait en fait le propriétaire du cheval. Ça veut dire que vous avez développé des capacités spéciales, on va dire, qui permettent de comprendre ce que les propriétaires des chevaux ne comprennent pas? Eh bien, en quelque sorte, oui. En fait, le règne animal m'a fait la grâce de m'apporter des dons. Et dans ces dons, il y a une médiumnité sensitive. C'est-à-dire que quand je posais mes mains sur les chevaux, j'avais accès à différentes dimensions de réception, d'informations, qui ne se limitaient pas au seul corps du cheval. Donc, ce n'était pas une ostéopathie seulement mécanique, trust et salut, au revoir. C'était vraiment une plongée dans un univers propre à chaque cheval. Vous voyez? Et ce dévouement de 15 ans a vraiment lui aussi été un maître. Parce que j'ai appris d'abord, bien sûr, en termes de technique, en termes de rapport humain, en termes oui, de dons, de leçons qu'ont été ces chevaux. Et puis, c'est là où, comment est-ce qu'on en arrive là, comme vous avez dit dans votre question. On en arrive là parce qu'à force de dévouement et de choisir toujours l'autre à soi-même, eh bien, la vie finit par venir cogner. Et elle cogne avec la maladie, en premier. Donc j'ai été malade une fois, deux fois, et puis trois fois. Et la troisième fois, comme l'univers est plein de ressources et d'humour, ils ont dit, bah écoute, puisque tu ne veux pas réfléchir, on va te coucher. On va te paralyser, on va te coller un syndrome de la queue de cheval, toi qui étais ostéopathe pour chevaux. Alors, j'y ai vu une certaine pointe d'humour, mais j'y ai vu aussi la plus grande leçon qu'il m'a été donnée de vivre, entre choisir l'autre ou se choisir soi, tout en exerçant dans son domaine d'expertise ou dans sa zone de génie.
C'est là où j'ai pas su rééquilibrer les choses et j'ai dû être opérée il y a 2 ans de la colonne vertébrale. J'ai été très très malade et j'ai vu ce que c'est l'autre côté. J'ai vu d'où on arrive. Et quand on voit l'autre dimension, je dirais la source, voilà, l'univers, ou ce que c'est comme vous avez envie de l'appeler. Vous revenez de cette expérience-là, changez. Parce que tout ce qui peut constituer les petits gna 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 de la vie n'ont à cette échelle-là plus aucune valeur, plus aucune emprise, plus aucune place dans une vie. C'est là qu'on se rend compte que la vie humaine, ça tient à un battement de cils. Et quand vous comprenez ça, eh bien moi j'ai décidé de me placer comme si j'étais dans un temps additionnel. C'est-à-dire que dans un match de foot, quand il y a du temps additionnel, tout peut se jouer. C'est-à-dire que là, la densité, la profondeur du temps, à ce moment-là, les deux équipes se disent que à nouveau tout est possible. Eh bien, ce temps de jeu, l'expérimentation humaine est vraiment un temps de jeu, ce temps de jeu-là, c'est la densité que je choisis de donner à chaque seconde de la vie, que j'ai eu le droit de poursuivre, alors que j'ai eu le choix de partir ou de rester. Et je remercie, bien sûr, les animaux, ces 15 ans, les chevaux, de m'avoir tellement enseigné, tellement appris. Et ça m'a permis de développer une expertise que maintenant, je mets au service des humains. C'est un nouveau choix, c'est une nouvelle orientation qui ne renie rien de ce qui a été avant, mais qui est une expansion des 15 ans et des leçons que j'ai apprises de la vie avant. J'ai une question par rapport au fait que vous avez dit que vous avez donc reçu des dons. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ces dons ou enfin, vous êtes la seule personne à posséder? Alors, on a tous en fait des dons parce qu'on arrive d'un endroit qui est fantasmagorique. Donc, on est tous en mesure de développer des dons. Cependant, dans la vie humaine, l'entrave à l'expression de ces dons, c'est l'ego. Il y a soit un ego qui veut avoir des dons et qui va prétendre, et c'est là qu'on va aller vers le charlatanisme, entre guillemets, et il y a l'ego qui va écouter ce que l'âme va transmettre ou va ouvrir comme perception ou comme dimension. Et la réunion de l'ego et l'âme, à ce moment-là, permet d'exercer ce qu'on peut appeler des dons, mais on n'est pas quelques-uns qui ont la chance d'être frappés de cette lumière des dons. On a tous une zone de génie, on a tous des dons. Par contre, le plan d'âme et le plan d'expérimentation humaine que chacun a fait qu'on est plus ou moins destiné à les exprimer ou à les exercer dans cette vie-là. Mais non, je ne fais pas partie d'une élite bénie par l'univers pour... voilà. Mais en revanche, je m'en suis servi pour servir mon expérimentation humaine. Très bien. Vous avez découverte comme Madame de G, donc sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais maintenant, vous faites aussi une entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce deuxième univers? Eh bien, en fait, Madame de G, c'était déjà pouvoir exprimer une dimension qui était cachée, que je ne révélais pas, parce que je n'étais pas encline à révéler cette partie de moi. Donc, tous les gens qui me connaissaient dans le milieu du cheval me voyaient comme ostéopathe, hyper sérieuse, avec beaucoup d'humour, mais extrêmement professionnellement équestre jusqu'au bout des doigts. Et puis, un jour, au cours d'un arrêt dû à une première maladie, eh bien, j'ai commencé à écrire, à lâcher cet univers de poésie et à exprimer cette nature extrêmement littéraire, lyrique, romantique, qui fait complètement partie de moi. Et c'est comme ça que j'ai abordé Instagram au début. Et je continue d'ailleurs de publier des chroniques spirituelles ou inspirées ou romantico-inspirées. Parce que l'amour et la quête de l'amour est un Graal.
et j'en partage ce que l'expérimentation humaine me permet d'en découvrir. Et puis, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le leadership. C'est-à-dire que au sein du monde entrepreneurial, finalement, les humains sont confrontés à d'autres humains et certains occupent des places de chef, certains occupent des places de manager, certains occupent des places de chef, mais c'est jamais une des positions vraiment confortables. Des meneurs d'hommes, des leaders nés, il n'y en a pas énormément. Et parfois, certains ont envie, parce qu'ils ont les compétences ou qu'ils ont étudié dans des écoles pour être à ces places-là de leader ou de chef, mais intérieurement, ils n'ont pas l'âme d'un leader. L'âme d'un leader, exactement. Et c'est souvent parce qu'il y a un syndrome d'imposteur, il y a un syndrome d'auto-sabotage, il y a tout un tas de croyances dans lesquelles ils ont été élevés ou qu'ils ont échafaudé au cours de leur vie et qui les empêchent d'atteindre ce potentiel pourtant qu'ils prétendent puisqu'ils occupent ces postes-là. Donc, ça m'a beaucoup interpellée ça, de constater ça au cours de mes 15 ans d'expertise de soins qui ont précédé là où j'en suis maintenant, parce que la psychologie des gens, j'ai pu l'étudier, les 15 ans de personnes qui me tenaient leurs chevaux, eh bien, c'est 15 ans d'expertise et d'études sociologiques et psychologiques de la psyché humaine. Et j'ai donc scindé parce que, à mon sens, Madame de G reste la poète, reste cette âme romantique, lyrique, et l'univers plutôt management, plutôt leadership, j'avais envie de le séparer pour pouvoir communiquer d'une façon plus directe, un peu plus flash et un peu plus leadership inspiré. Voilà pourquoi j'ai choisi de séparer très récemment les deux univers. Alors ça, c'est une question qui va faire débat, je pense. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse ou pas? Est-ce que je me considère comme une influenceuse? Allez-y, Cage. Alors, pour moi, influencer... Alors, avant les réseaux sociaux, une personne pouvait influencer 10 000 personnes dans sa vie. Pour moi, influencer, c'est laisser une marque positive. C'est inspirer. C'est relever quelqu'un quand il s'estimait en bas. C'est apporter, c'est contribuer, c'est inspirer, c'est élever. Si vous me demandez si je suis une influenceuse, au sens où je pourrais vendre l'eau de mon bain après m'être occupée de moi-même dedans, c'est là où je ne comprends pas le concept d'influenceur. Alors, bien sûr, que des marques payent des gens qui ont un charisme, etc., pour mettre en valeur des produits, je comprends. Mais influencer le monde, quand vous voyez ce que ça peut être avec des cils qui raclent les nuages, des ongles qui griffent le sol, et des propos qui sont l'équivalent d'un QI d'huître, je ne vois pas en quoi ça élève le monde, en quoi l'expérimentation humaine est nourrie par ça. Alors, est-ce que je suis une influenceuse? Eh bien, je rêverais que ce que je dis, ce que je partage, qui est le fruit d'une expérience humaine qui m'a coûté extrêmement cher en termes de santé, puisse inspirer le monde. Donc, oui, peut-être je suis une influenceuse, mais pas au sens auquel... Enfin, en fait, vous influencez sur... les influenceurs dont on parle le plus en ce moment influencent les envies des gens sur les produits, sur ce qu'ils achètent, sur la consommation des gens. Vous influencez plutôt leur mental. Ben voilà, exactement. J'estime que l'influence, elle est plus efficace si je sème des graines dans la pensée des gens pour sortir les gens de leurs ornières. Si c'est pour leur dire « faut acheter ci, faut acheter ça », ça rend les gens dépendants. Je voudrais alors être influenceuse parce que je rends leur autonomie aux gens et je rends leur indépendance de pensée, de comportement et de sentiments aux gens. Alors oui, d'accord, je veux bien être influenceuse. Très bien. Quels sont les 3 plus gros problèmes de votre cible? Attendez, avant de répondre, j'aimerais bien savoir, quelle cible en fait?
Alors, le mot cible, c'est un mot qui est utilisé dans le langage du management, dans le langage du marketing, etc. Ça veut dire targeter. Or, avoir une cible, c'est pas tout à fait l'expression que je trouve congruente avec ce que je fais. Mais néanmoins, la notion de cible, c'est s'adresser aux gens qui ont exactement besoin de ce que je suis capable de leur fournir comme expertise. Ce que je suis capable de fournir comme expertise, elle est très vaste grâce à mon expérience, mais si on doit parler de cible, c'est les personnes qui sont en crise identitaire. Les personnes qui occupent des postes et qui tous les jours se sentent imposteurs à la place à laquelle ils sont. C'est les gens qui sont submergés par le poids de prendre des décisions, qui s'écroulent sous le fait d'avoir la responsabilité de la vie d'autres gens, parce que c'est des gens qui mènent une équipe. Votre programme, non mais attendez, votre programme vise à aider ces personnes. Oui, tout à fait. Okay. C'est pourquoi, quand on parle de cible, je suis bien obligée de vous décrire le type de personne qui aurait besoin de mon expertise. Mais ça peut être très bien une crise identitaire ou un manque de leadership personnel. C'est pas que managérial, c'est pas que dans le monde de l'entreprise, mais un endroit qui est, à mon sens, un vivier de personnes qui auraient besoin, c'est le monde de l'entreprise. Donc, pour cette nouvelle question, j'aimerais savoir, en fait, pourquoi les gens n'arrivent pas à passer, enfin, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à passer du point A au point B de leur vie, et comment, en fait, est-ce que vous pouvez les aider, comment votre programme peut les aider, comment votre expertise peut les aider? Alors déjà parce que je peux leur permettre d'identifier le point A et le point B. Beaucoup de gens brassent leurs problématiques comme quelque chose qui est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils s'identifient à leurs problématiques. Donc déjà, quand passer du point A au point B, c'est leur permettre de savoir quel est le point A, à quel endroit ils sont exactement, et quel pourrait être leur point B. Bien sûr, tout le monde a des rêves, tout le monde a des envies, etc. Mais dans l'idée d'une trajectoire, c'est de nommer un point A qui peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un problème de leadership intérieur ou, par exemple, un leader ou quelqu'un qui est dans une entreprise, qui a une équipe de 10, 20, X personnes, mais qui a des problèmes dans sa vie personnelle. Mais est-ce qu'on peut se sentir bien tout en étant au point A? Alors, on peut se sentir bien en étant au point A. Et ne pas avoir envie ou besoin de passer au point B? Dans ces cas-là, je suis moins utile à ces gens-là. Mais l'idée, c'est, si on reprend cet exemple de la personne qui est chef d'une équipe de 10 ou 20 ou X personnes, 30. Et qui dans sa vie personnelle est complètement larguée, vous pouvez être sûr que ça aura un impact profond sur la vie professionnelle. Parce que bien sûr, on dit qu'on peut séquencer les deux mondes, mais à partir du moment où il y a une faille dans la vie personnelle, il y a toujours des gens dans l'équipe qui vont être capables de s'infiltrer dans la faille. Et à partir du moment où ils verront la faille, une faille reconnue, une faille exploitée. C'est là où je peux nommer un point A qu'une personne n'aurait pas identifié et l'amener à un point B qu'il voudrait atteindre. Et l'expertise, c'est de redonner aux gens leur responsabilité dans ce qui se passe, dans ce qu'ils font dans leur vie. De les dissocier de l'identification qu'ils ont à leurs problèmes, ou à leurs problématiques, ou à leurs émotions, ou à leurs échecs, et de réorienter leur vie vers le point B qu'ils ont envie d'atteindre. Très bien. Mais donc, si au point B, on ne se sent toujours pas bien, est-ce qu'il peut y avoir un point C? Bien sûr, parce qu'un point B peut tout à fait être une transition, un tremplin, un intermédiaire à un palier, qui peut être le point C ou le point D, qui serait la congruence entre qui la personne est et ce que la personne veut faire. Je vais prendre l'exemple d'un parcours d'accrobranche. Disons que le point 1, c'est le départ, donc c'est un des deux gros points. Donc les deux gros points, on va les nommer 1 et 2. Le point B, ça peut juste être un point nommé A majuscule qui sera le seul point de la trajectoire. Et tout ça, le point A. Ou alors ça peut être un petit point, deux petites passerelles reliées à un point B.
qui est relié au point A majuscule, qui lui est important, avec des petits points C et D, point B, gros point B. Exactement. Parce qu'en fait, les trajectoires individuelles ne sont pas fixes ou ne sont pas rectilignes. Donc, on peut tout à fait avoir un point A avec un petit point B qui est une passerelle nécessaire pour atteindre le palier suivant. Alors, parfois, certains vont faire ça en ligne droite. Certains vont devoir passer par des tours de prise de conscience, de choses qui les poursuivent depuis je ne sais pas combien de temps et qui a toujours un petit peu mis une ombre sur leur carrière ou sur leur vie, ou etc. Donc, aucune trajectoire n'est rectiligne et aucune trajectoire ne se ressemble. Donc, le travail que je fais avec chacun est unique puisqu'il est, il est le reflet de ce que la personne a besoin. Et c'est pas une application de méthode A carré plus B carré pour tout le monde et qui rentre dans le moule, c'est génial, et qui n'y rentre pas, bah écoutez, tant pis pour vous. Mais donc, ça doit vous faire travailler énormément parce que vous devez faire un programme par personne que vous accueillez. Exactement. Bravo pour votre perspicacité, jeune homme. C'est chaud, ça. Ah oui, c'est chaud. Oui, parce qu'en fait, je ne peux pas aligner 10 chefs d'entreprise, hommes et femmes, devant moi, et dire à tout le monde, vous faites le même exercice. C'est impossible, parce que chacun a une trajectoire différente, et d'où la personne arrive est différent pour chacun. Et moi, grâce aux ressources ou aux dons que j'ai, je peux comprendre d'où la personne vient, créer dans ce qu'elle vit ou dans ce qu'elle ne vit pas. Et comme une femme, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 3 femmes, 4 ne vont jamais venir du même endroit, vous ne pouvez pas résoudre 10 équations différentes avec le même résultat ou avec les mêmes données. C'est en ça que mon travail est extrêmement impliquant, comme vous l'avez justement noté. Très bien. Alors la question suivante, en fait, vous parlez d'une offre à 360 degrés d'accompagnement leadership. Est-ce que vous pouvez en faire le tour pour nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Quand je dis 360 degrés, ça résume un petit peu ce que j'ai déjà pu évoquer, ça veut dire que je ne vais pas me focaliser sur ok, bon bah vous avez un problème de communication dans votre équipe, donc on va vous faire parler avec des cailloux dans la bouche comme le faisaient Démosthène, et vous allez voir, tout va bien aller. Non, vous avez un problème de communication au sein de votre équipe, pourtant vous avez la compétence pour être le leader, et donc on va aller regarder qu'est-ce qui génère le problème de communication, pas le symptôme, pas j'ai du mal à parler avec mes équipes, etc. Ça c'est un symptôme. On n'est pas là pour mettre des pansements, on n'est pas là pour masquer les symptômes. On est là pour regarder qu'est-ce qui depuis, mettons vous avez 40 ans, qu'est-ce qui depuis 40 ans vous a conduit aujourd'hui à consulter pour un problème de communication. Donc le 360 degrés, c'est regarder d'où la personne vient, comment elle s'est construite, comment elle interagit avec les autres, comment le monde interagit sur elle, et qu'est-ce qui fait qu'il y a un symptôme qui a besoin de mon expertise. Mais la chose dure forcément depuis la naissance? Alors parfois oui. Parfois c'est des choses qui se sont créées dans l'enfance, tout à fait. Sinon ça peut très bien être 10 jours avant. Ah bah ça peut être par exemple une réunion qui s'est passée effectivement, pas forcément 10 jours mais le mois d'avant ou 6 mois avant, et où quelqu'un a taclé cette personne publiquement. Oui, ton contenu, Jean-Jacques, vraiment, c'était nul. On voit pas où tu veux en venir. Et la personne, le fameux Jean-Jacques, qui est debout devant 20 personnes pour expliquer quelque chose, elle se prend ça en pleine figure et quelque part, il peut y avoir une sidération. Et à partir de cette sidération, qui peut être récente, hein, qui ne vient pas forcément de l'enfance, ou pendant laquelle la personne aurait entendu ses parents lui dire « mais de toute façon, toi, tu dis que des conneries », eh bien, ce Jean-Jacques qui est en réunion se fait sabrer son autorité publiquement. Eh bien, la sidération peut créer tout d'un coup un problème de communication. Et donc, on travaille là-dessus. Et sur, évidemment, bien d'autres choses. Très bien. Alors, pour l'instant, je ne connais pas le programme, mais est-ce que vous vous sentez éligible pour vendre des offres à 1500, 3000, 5000, voire 10 000 euros? Ah bah évidemment, parce que j'ai conscience de la valeur de ce que je peux apporter aux gens. Finalement, le chiffre
c'est parce qu'on a besoin de le mettre sur une feuille d'impôt, sur un devis ou sur une facture pour une entreprise. Mais ce chiffre-là ne résume ou ne reflète pas la valeur d'un travail. C'est une monnaie d'échange pour qu'une expertise soit délivrée pour répondre à 1, 2, 3, 4, 5, 10 problématiques d'une personne ou d'un groupe ou d'une équipe. Donc bien sûr que je me sens éligible à vendre des offres à 1 500, 3 000, 5 000 ou 10 000 euros, ou plus même d'ailleurs, hein, des masterminds individuels. Quand vous avez des problématiques extrêmement larges et que vous avez besoin de toute la disponibilité de quelqu'un et de son expertise, bien sûr que je suis éligible à vendre ce genre d'offre. Je ne fais pas de la petite cautérisation, ce qui est très bien aussi, avec des petits programmes que tout le monde achète pour se distraire de son mal-être le samedi soir. Mais en fonction des moyens de la personne, ça peut être compliqué de payer le programme qui lui convient si il a besoin d'un programme, mettons que on a un programme à 6 000 euros, mais qu'il peut payer il peut pas payer au-delà de 4 000 euros. Ah ben ça, dans ces cas-là, on peut mettre en place une facilité de paiement, mais les gens qui sont prêts à travailler sur eux, qui sont prêts à investir sur eux, ils savent que c'est un choix majeur dans leur vie. Donc ça ne se négocie pas en termes d'argent, ça se négocie en termes de combien ça leur coûte de ne pas investir sur eux pour sortir de leurs problèmes. Donc dans tous les cas, même si la personne n'a pas assez d'argent, il peut y avoir aussi une affaire de remboursement, de crédit, tout ça, non ? On appelle ça des plans de paiement. Ça peut tout à fait se mettre en place, mais encore une fois, moi c'est pas une négociation mon travail, c'est une implication, c'est un engagement. Et ça ne demande pas, je suis pas marchande de tapis, donc ça ne demande pas de négociation. En revanche, je répète que j'invite la personne qui voudrait m'opposer une négociation, etc., que combien ça vous coûte de ne pas faire ce travail-là. Combien ça coûte à votre entreprise et combien ça vous coûte tous les jours. Combien continuez-vous de perdre d'argent, de ne pas investir là pour franchir un palier qui vous enrichira personnellement, financièrement, économiquement. Donc, justement, on parlait des profits que les personnes que vous coachez peuvent tirer de vous. Vous, qu'est-ce que vous tirez ? Quel profit faites-vous de ces groupes ? Eh bien, d'abord, le profit est humain. Parce que quand vous voyez les gens sortir, les clients, de leurs ornières, il n'y a pas plus belle victoire, il n'y a pas plus belle récompense de l'engagement que je vis dans mon travail, que de voir les gens se sortir de là où ils sont. Le profit, il est tellement humain que ça dépasse tout. Bien sûr, il y a le profit économique, mais mon profit économique, il se démultiplie chez les personnes qui me consultent. C'est-à-dire que la valeur que ça amène à leur vie, ça n'a rien à voir avec le comptage de quelques euros pour pouvoir avoir cet échange entre nous. Donc le profit, il est humain, il est en termes de gratitude, il est en termes de reconnaissance aux forces tutélaires qui m'ont accordé ces capacités pour pouvoir aider les autres. Et puis, c'est aussi un profit quotidien, c'est-à-dire de vivre une vie à ce point-là riche d'interaction, d'impact, d'influence, ça n'a pas de prix. Mais donc, vous faites des profits financiers, mais vous ne faites pas ça pour vous, vous faites ça pour aider les personnes, donc. Oui, parce que ça a toujours été mon engagement. Est-ce que les gens regardent de longs contenus sur les réseaux, donc sur TikTok, Instagram? Moi, je sais que quand je suis sur les réseaux sociaux, je préfère surfer dans mes shorts après. Et croyez-vous encore au pouvoir éducatif des vidéos longues? Ah oui, sans conteste. Sans conteste parce que
Le côté éducatif, c'est proposer aux gens, dans les vidéos format long, quelque chose auquel ils n'ont pas accès ailleurs. Et le format vidéo, vous mettez un casque, vous pouvez faire autre chose, vous êtes dans un métro, dans votre voiture, vous pouvez tout à fait écouter les formats longs comme un podcast. Donc, Oui. les vidéos format long à visée éducative, bien sûr que je crois là-dedans. Parce que ça donne accès à un monde, à un univers, à des dimensions, à des espaces auxquels les gens n'ont pas forcément accès dans leur quotidien. Est-ce que vous pensez que les vidéos à format court peuvent avoir le même impact que les vidéos à format long dont vous venez de parler? Bien sûr, parce qu'en fait, le format long, c'est une immersion. C'est-à-dire que la personne qui déclenche une vidéo au format long, elle s'immerge dans quelque chose. C'est comme si elle prenait un bain en entendant une voix, en ayant accès à une fréquence, en ayant accès à un univers, à un monde. Donc c'est comme une plongée, une immersion. Alors que le format court, c'est prendre un shot. Quand vous êtes adepte d'un coach ou d'un mentor, ou etc., eh bien, il y a des moments où vous avez le temps de vous immerger, vous dire « Oh là là, j'ai tellement envie de prendre un bain à la mode Géraldine Hubert-Chichi ». Et puis, il y a des moments où vous n'avez pas le temps, mais vous avez besoin, avant une réunion, de vous dire « Bon, j'ai besoin d'entendre sa voix, j'ai besoin de me connecter à son énergie. » Pouf, vous écoutez un format court de 1 minute, et tout de suite, pouf, ça vous ramène à cet endroit où vous vous sentez différent, vous vous sentez imprégné, vous vous sentez shooté à la fréquence ou à la vibration ou à l'énergie de la personne qui vous inspire. Donc, bien sûr que les formats courts ont tout autant leur place. Et j'y crois aussi. C'est bien parce que, en fait, c'est plus les personnes plutôt âgées en fait, qui consultent les vidéos format longue, genre de 30-40 ans, parce que quand elles avaient 20 ans, bah, c'était vraiment ce qui se faisait le plus. Et... Ah, mais c'est parce qu'ils ont acquis de la sagesse, ces fameux gens âgés de 30-40 ans. Parce que, bien sûr que les réseaux, hélas, ont été faits pour saturer les réseaux de dopamine et scroller pour rendre les gens... Mais en même temps, c'est tellement satisfaisant de scroller. Mais c'est pour ça que ça a été créé. Ils le savent très bien. Les psycho-commerciaux... C'est un réflexe, en fait. Ouais, mais parce qu'ils ont été très forts. C'est plus quelque chose que tu fais comme ça et que tu réfléchis, c'est devenu un réflexe. Exactement, mais ils ont été très forts. Donc, ceux qui regardent du format long, c'est ceux qui échappent à la manipulation du scroll. Mais pas à la manipulation des écrans. Les écrans sont une source d'apprentissage. Il faut savoir l'utiliser intelligemment. C'est pas être contre, oh là là, non, je veux pas ça. Non. C'est utiliser intelligemment ce que le système a mis en place pour avoir raison du cerveau des gens et de utiliser ça pour nourrir une flamme en soi. On le dit, hein, les enfants, mais c'est comme les adultes, les enfants ne sont pas des vases qu'on remplit, mais des feux qu'on allume. Et bien, j'estime que quand vous tapez sur YouTube un format long pour vous immerger dans l'univers de quelqu'un qui vous inspire ou qui représente un mentor, c'est allumer le feu qui est en vous, dont vous ne savez pas encore l'origine, mais vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est là, qui a besoin de se nourrir de ça. Et bien ça, c'est beau. Ça, c'est se servir de ce que le système met en place pour se nourrir. Et une dernière question à propos de vos entreprises. Quelle empreinte espérez-vous laisser dans la sphère dans laquelle vous travaillez et dans le monde même? Eh ben, ça rejoint un petit peu la question sur est-ce que je suis une influenceuse. Ce que j'ai envie de laisser dans le monde, c'est la trace de quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui a su défier... Qui ne s'arrête jamais, oui, mais de quoi? Ah, bah, qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qui malgré les défis que la vie lui met sur la route, que ça a été la maladie, que ça a été des changements de vie, que ça a été des déménagements soudains parce que la santé l'a exigé, qui toujours a cru dans ses talents, dans ce qu'elle pouvait offrir aux autres pour les faire ouvrir leurs yeux, pour les faire évoluer, pour les faire bouger, pour les faire changer, pour les faire eux aussi avoir des déclics et transformer leur vie. Donc mon empreinte, c'est que no matter what, il y a toujours la possibilité que si on voit les choses différemment, elles sont une leçon pour aller vers plus loin, plus haut, plus fort, différent. Mais ça, c'est pour le monde en général. Mais pour les personnes avec qui vous travaillez, vous espérez vous espérez qu'ils retiennent quelque chose de différent ou vous voulez que tout le monde retienne ça de vous? En fait, en fonction de l'empreinte énergétique et vibratoire de chacun, de facto, chacun retiendra quelque chose
qui servira sa croissance. Et servir la croissance des individus dans ce monde, c'est pour moi un but absolument fantastique. Donc, l'empreinte de celle qui est capable, quelle que soit la personne qui vient la voir, de nourrir sa croissance, je crois que c'est un Graal. Ok. Et ben merci pour ce temps d'échange. Je pense que tout le monde est content de découvrir derrière Madame de G et l'entreprise. On se retrouve bientôt pour un format questions-réponses quotidien. Merci.